Bonjour à toutes et à tous. Alors, pour bien terminer la première journée de cette Symfony Live, on va parler un petit peu de performance au quotidien dans un environnement Symfony. Bon, en gros, on va essayer de voir comment faire pour conserver de bonnes performances malgré le fait qu'on utilise un framework full stack MVC avec un ORM et tout ça. Bon, je voulais appeler cette conférence à la base Symfony SARAM. Bon, on m'a demandé de changer le titre, c'est pas grave. Pour me présenter rapidement, moi je m'appelle Xavier Leun, je suis directeur technique adjoint dans une société qui s'appelle CCM Benchmark. On fait partie du groupe Figaro. Et je vais vous expliquer rapidement ce qu'on fait comme activité et pourquoi est-ce qu'on est pertinent quand on parle de performance. À l'écran, je vous affiche quelques-unes des principales marques qu'on a aujourd'hui sur Internet. Aujourd'hui, CCM Benchmark Group, si on compte également le Figaro, on est le premier éditeur français dans le monde. D'accord ? Si on prend un petit peu les chiffres, que ce soit Monde comme Score, on a à peu près 60 millions de visiteurs uniques mensuels. On en a 24 en France si on compte que le desktop. Et on génère chaque mois environ 700 millions de pages vues. Donc ça fait quand même des chiffres qui sont un peu intéressants. Pour vous donner un ordre d'idée, en France, on est juste derrière Facebook. Pourquoi est-ce que la performance au quotidien, c'est hyper important? Tout simplement pour une raison toute bête, c'est que si on ne fait pas attention à sa performance et qu'on est un petit peu trop confiant, qu'est-ce qui va se passer quand on va faire sa mise en prod? Il y a un monitoring qui va se mettre à s'allumer en rouge. On a le développeur qui le regarde, qui est en train de se dire « Oh non, j'ai recommencé ». On a les sysadmins qui sont en train de se dire « Mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont encore foutu ?» Et en plus, c'est vendredi, c'est 17h. C'est pour ça que la performance, pour nous, c'est hyper important au quotidien. Pour ça, on a des métriques qui sont assez sévères. Alors, c'est des métriques cibles, on n'arrive pas toujours à les respecter, mais par contre, c'est important de les avoir. 100 millisecondes, c'est le temps maximum qu'on s'autorise côté PHP pour générer la page. Je parle de temps CPU, je ne parle pas de temps complet, d'accord? On peut rajouter à
c'est un truc juste magique avec Symfony. C'est pas Symfony qui l'a inventé. C'est tout con, les VSI. C'est un bout de XML qu'on vient mettre dans une page. Ça, c'est une page classique sur mon site. En haut, j'ai mon footer. En bas, j'ai mon footer. En haut, j'ai mon header. Ça, c'est pareil pour toutes les pages du site. Quand devant, j'ai un varnish et que je lui demande de mettre en cache ma page, ça n'a aucun intérêt que sur 15 000 pages différentes, il est 15 000 fois mon header, 15 000 fois mon footer. C'est contre-productif. Surtout parce que quand je dois faire une modif de footer et de header, on est obligé de supprimer tout le cache. Les ESI, ça permet de répondre parfaitement à cette problématique-là, et c'est super bien intégré avec Symfony. Render ESI, on remplace un render classique, ça passe nickel. Le principe est simple. J'indique une URL à télécharger, et mon proxy, Varnish notamment, ou ça peut être du Akamai, ça peut être ce genre de choses, il va dire, bah, j'interprète la page, je vois qu'il y a un bout de XML avec un ESI à télécharger, je vais faire l'assemblage. Sauf que le header et le footer, ils sont chacun une seule fois en cache, alors que la page, chaque page va être en cache indépendamment. Si j'ai besoin de changer, de rafraîchir mon header et mon footer, j'invalide 2 URL, toutes les autres URL de mon site restent valables. Ça, c'est un fonctionnement qui est assez méconnu et qui pourtant fonctionne très très bien. Ça existe depuis assez longtemps. Il y a un draft de recommandation qui avait été soumis au W3C en 2001. Ça n'a pas été approuvé. Mais malgré tout, la norme est là, elle est posée, et surtout, elle est implémentée. Donc dans Symfony, ça marche super bien. Il y a un autre mécanisme, quand on peut pas forcément... quand on souhaite avoir une page qui soit toujours à jour, c'est le principe des 304. Notamment quand on travaille avec un système comme Varnish, comme Akamai. Akamai, si vous savez comment il fonctionne, c'est un CDN, hein, donc évidemment, le principe c'est qu'ils ont des serveurs Edge un peu partout dans le monde. Et chaque fois que je change ma page, je ne peux pas aller leur dire bah, va invalider ma page partout dans le monde. C'est un peu chiant à faire. Quand on a un site qui est dynamique et qu'on veut que ça puisse se mettre à jour rapidement, typiquement les formes de comment ça marche, on va faire un truc, on va inverser un peu la logique. À chaque fois que le visiteur il va vouloir une page, il va aller demander à Akamai. Akamai il va se poser la question, est-ce que j'ai la page en cache, oui ou non? Si je n'ai pas la page en cache, je vais aller faire directement un get sur les backends, donc une requête à l'origine chez moi. Moi, je te réponds le contenu avec un code 200. Merci, au revoir. On répond au visiteur et on met en cache au passage. Maintenant, si Akamai il a déjà la page en cache, il va faire une requête en m'indiquant la date de la page qu'il a en cache. Moi, je vais dire, bah, est-ce que cette page elle a été modifiée depuis le 3 avril à 18h14 ? Si la réponse est non, on répond juste un header 304 not modified, rien d'autre, et Akamai, il va répondre son cache. Si la réponse est oui, la page a été modifiée, bah dans ce cas-là, on retombe dans le cas qu'on a en haut, on génère la page, on la renvoie à Akamai. Alors ça peut paraître un peu idiot de se dire, un système de cache comme Akamai, je vais aller faire une requête toujours à l'origine. En réalité, il y a plein d'avantages à ça. D'abord, Akamai, ils ont un réseau qui est optimisé en permanence. Donc, vous avez des latences qui sont extrêmement faibles, où que ce soit dans le monde. Et puis surtout, après, c'est à vous de vous démerder pour que cette requête, pour savoir si oui ou non la page a été modifiée, elle soit la plus rapide possible. Là, si vous prenez 100 millisecondes pour répondre, bah, quelque part, vous avez perdu tout l'intérêt du jeu. Par contre, si vous êtes capable de le savoir en 3 millisecondes, parce que vous avez juste une clé dans Redis avec l'URL et la date de modif, bah, c'est tout gagné. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est extrêmement intéressant. Avec Varnish, ce n'est pas vraiment possible de faire ce genre de choses. Par contre, on peut avoir des fonctionnements un peu alternatifs. En fonction de deux cas, soit on a une page qui est un peu lourde à générer, et on veut être sûr que celle-là, elle soit toujours en cache. D'accord, je ne sais pas, une home page qui aurait énormément de contenu. Quand on va la modifier, donc principe toujours du TTL infini dans Varnish, quand on va la modifier, on va lancer une requête sur Varnish avec un hit for pass. Le hit for pass, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu as du cache,
tu l'ignores, tu retournes fetcher l'URL, tu la remets en cache en répondant. À aucun moment, la page est sortie du cache. Par contre, les nouveaux visiteurs derrière, ils ont directement la bonne réponse. Et l'autre option pour les pages un peu moins visitées, c'est de faire un ban assez classique pour lui dire si tu l'as en cache, tu l'oublies, si tu l'as pas en cache, tant pis, et le prochain qui passera, il la mettra en cache. Donc ça, c'est un point aussi hyper intéressant. Puisqu'on parle de cache, je voudrais qu'on parle un petit peu du cache Symfony, mais vraiment ce qui se trouve dans le app cache. Parce qu'on peut avoir plein de surprises si on ne fait pas très attention. Bon, évidemment, le premier principe, c'est de se dire jamais de compilation en prod. Bon, ça, c'est un principe qui est assez évident. Par contre, on peut croire qu'on n'a pas de compilation en prod, mais en fait, on peut quand même en avoir. Je vous prends un exemple. Il y a un petit moment, l'implémentation de Twig, elle avait un souci. Au moment où on a commencé un peu à migrer vraiment en masse sur Symfony, on s'est rendu compte que l'implémentation de Twig, elle avait un problème. C'est-à-dire que les fichiers de cache qui généraient au moment où je faisais mon cache clear n'étaient pas les mêmes que ceux dont Twig avait réellement besoin quand mon application était loadée. Alors, c'est un peu gênant parce qu'on fait l'effort de faire un cache clear, et Twig est obligé de régénérer le cache après, ce qui est extrêmement coûteux. Moi, mon objectif, c'est qu'à aucun moment, un visiteur a besoin de se prendre le temps de génération du cache. Ça, c'est mon problème, c'est pas le leur. On a corrigé le problème, ça a été poussé, c'était dans Twig 18.0. Vous pourriez vous dire, finalement, si c'est une page qui est extrêmement visitée, ça va se faire très vite, et puis après, ça ira. Et si c'est une page qui est moins visitée, si ça met un peu de temps, c'est pas grave. Le problème, c'est qu'on a un très bon ami qui a une fâcheuse tendance à aller voir les pages les moins visitées, régulièrement, et il s'appelle Google. Et ce bon ami Google, quand il arrive chez vous et qu'à chaque fois qu'il prend une page, il se prend 2 secondes dans la vue parce qu'il y a un cache Twig à générer, ça, il n'aime pas trop. Et il a tendance à considérer que vous êtes un peu moins son ami que prévu. Il y a un gros piège en composer install. Quand on fait un composer install à la fin, en tout cas sur une application Symfony, il y a les scripts de post-install qui se lancent, et notamment il y a un cache clear qui se lance au niveau de Symfony. On peut se dire c'est merveilleux. Quand je fais un déploiement en prod, le premier truc que je fais, c'est un composer install, il fait le cache clear, j'ai rien à faire. Piège. Par défaut, le Symfony cache warmup est à false. Le cache clear qui est lancé, il est lancé avec l'option -" no warmup. Tout le warmup ne se lance pas. Même chose, petit type, composer install, on fait en sorte que le Symfony Assets install il soit en hard. Par défaut, il va déterminer automatiquement si les symlinks sont disponibles. S'ils sont disponibles, il va faire un symlink. Et s'ils ne sont pas disponibles, il va faire une copie en dur. Si vous ne faites pas de copie en dur, à chaque fois que quelqu'un va chercher à accéder à une image, votre serveur web, il va faire quoi? Il va essayer d'accéder à l'image, il va voir qu'il y a un symlink, il va devoir faire une deuxième lecture disque pour être capable d'accéder à l'image avant de répondre. C'est un truc bête, mais on sait très bien que les disques, c'est quelque chose qui est toujours un peu problématique sur les serveurs web. Si on peut les économiser, c'est bien. Pensez à faire une copie. Ça, c'est le processus de déploiement tel qu'on l'a chez nous. On n'utilise pas des trucs du genre Capifony, etc. Parce qu'on avait déjà un outil interne. C'est un très bon outil, Capifony. Mais finalement, on avait un outil qui marchait très bien. Et surtout, le process, pour nous, il est assez simple. On fait un git pull, on lance une commande Fing. Fing, il va faire tout ce qu'il y a à faire. Il va faire un composer install, il va faire une compilation SAS, il va compiler des assets, je ne sais pas quoi. On rsync tout ça en parallèle sur nos serveurs. Et une fois que tout ça c'est fini, on fait un page graceful. Si vous avez une configuration de pcache qui est un peu agressive, tant que vous ne faites pas d'appage graceful, ou de fpm graceful, peu importe, finalement, même si votre rsync est un tout petit peu lent, PHP il va continuer de répondre avec la version qu'il a en RAM. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et le graceful, ça veut dire tout simplement, quand tu as terminé de traiter ta requête courante, redémarre ton nœud. D'accord? Donc petit à petit, on va avoir vos serveurs web qui vont se mettre à jour. Ça, c'est parfait. Là, je me rends compte qu'on parle de déploiement. Ce qui serait bien, serait qu'on revienne un petit peu sur un workflow complet pour parler de développement de manière plus générale. Si on regarde un peu à quoi ça ressemble un process agile quand on est dev, je vous zappe tous les parties amont, etc. On va créer une branche Git, on va développer, on va créer une pull request, il va y avoir la CI, tout ça, etc. À la fin, quand tout le monde est content, on déploie et on monitor.
Qu'est-ce qui se passe dans les deux accolades? La peer review, des petits tests fonctionnels sous BIAT, des tests unitaires avec Atom, par exemple, et puis on a toujours un product owner qui aime bien ça, donc il va faire des clics-boutons partout avec son jeu petit Chrome. Ça ne change pas. Par contre, quand on retombe dans le cas que j'expliquais au début, si on a un problème de performance, on va devoir intervenir plus tard en analyse et correction. D'accord? Donc en gros, c'est j'ai pas moyen de le vérifier automatiquement, donc ça veut dire que je vais aller jusqu'en prod avec mes problèmes de performance, ma plateforme va commencer à souffrir, il y a quelqu'un qui va taper à la porte qui va dire ça rame. Ah bon, t'es sûr que ça rame? T'as vérifié que t'étais sur ton câble et que c'est pas le Wi-Fi? Oui, j'ai vérifié. C'est toujours le bordel. On est obligé d'intervenir en post-mortem. Quel est le problème que j'ai actuellement en production? On a des grosses gouttes de sueur, on a un sysadmin qui est prêt à vous taper sur la tête. Ça, c'est une méthode de fonctionnement. Donc là, je parle de Blackfire. Hein. J'ai oublié de présenter cet outil-là. Je ne sais pas si vous connaissez Blackfire tous. Je pense que vous commencez à le connaître. J'adore cet outil. Sauf que l'utiliser quand j'ai déjà un problème en prod, ça n'a aucun intérêt. Donc on connaît les BDD, on connaît les TDD. Moi, je parle de BBDD. C'est du Broken by Design Development. D'accord? Ça ne peut pas marcher. Les problèmes de performance, si on les traite quand on est en prod, on a perdu. Il y a beaucoup de e-commerçants qui sont ici en ce moment. Les problèmes de performance, ils ont la fâcheuse tendance de se révéler à des moments pas du tout importants pour les e-commerçants. Pas du tout le premier jour des soldes, quand il est 8h05, d'accord, que tout le monde essaye de passer sa commande. C'est jamais à ce moment-là que ça se révèle. Tout le monde est très détendu et se dit c'est pas grave si je suis down pendant une demi-heure, il n'y a aucun problème. Il faut absolument anticiper et Blackfire peut nous y aider. Blackfire, en plus de lancer simplement l'outil manuellement pour dire est-ce que ma page est lente, etc., il a une fonctionnalité qui est absolument géniale. C'est qu'on peut lui dire, pour ma page, déjà, quels sont mes critères? Quel est le temps CPU que PHP a le droit de prendre? Quel est le nombre de requêtes SQL qu'il a le droit de faire? La mémoire en pic, etc., etc. Ça, c'est basique. Ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on soit capable de lui dire voilà le scénario que tu vas pouvoir lancer automatiquement. Tu vas aller profiler toutes ces pages dans cet ordre-là, et toutes les pages que je t'ai données avant doivent passer les tests de performance que je t'ai indiqués. Donc finalement, si on revient un peu sur notre process qu'on avait en amont, on avait nos tests unitaires, etc., etc., l'idéal, c'est de rajouter, et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en œuvre, c'est assez simple, mais il faut prendre le temps de le faire, on est en train de rajouter ces tests de performance automatisés. Savoir si toutes mes pages continuent de passer mes tests. Comme ça, à 8h05 le matin des soldes, je peux aller me prendre un café, plutôt que de me prendre un coup de massue. Je vais terminer rapidement en parlant aussi un tout petit peu du côté front-end. Là, on parle plus vraiment de Symfony, mais c'est un point qui est extrêmement important. Avoir une page qui répond en 100, 150, 200 millisecondes, ça n'a aucun intérêt si côté front, vous prenez 45 secondes de chargement. Alors ça, c'est toujours compliqué, hein, mais il y a des réponses déjà basiques que les gens ne pensent pas forcément à mettre en œuvre. Avoir un domaine séparé pour les assets. Un domaine sur lequel on n'écrit pas de cookies. D'accord? Donc les réponses sont en cache. Éventuellement, faire servir ça par un CDN qui va pouvoir nous faire du cache, qui va pouvoir être plus près des visiteurs. Tout ça, c'est extrêmement intéressant. Pensez à faire du JavaScript de manière asynchrone. Voilà. Il faut faire attention parce que le front-end, c'est pas magique. D'accord? C'est pas parce que j'ai une page qui, côté PHP, se génère en 100 millisecondes, en 50 millisecondes, en 3 millisecondes, que côté front-end, tout va être magique et qu'on va pas avoir l'impression que ça rame. Vous savez, quand il y a un gars qui rentre dans le bureau, il fait le site, il rame. Ouais, en fait, ça peut être le front qui peut vous poser des gros problèmes. Donc faites très attention à tout ça. Je vous remercie, j'ai terminé la présentation. J'en profite pour vous préciser qu'on recrute. On a pas mal de postes de dev ouverts en ce moment. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, merci pour cette présentation. Vous nous avez donné un ordre d'idée sur les technos au départ. Et avec Ting, ça donne quoi en comparaison? Avec Ting, alors, tac, je vais reprendre un peu le schéma où on était.
Bon, c'est un peu lent. Avec Ting, globalement, on va se situer beaucoup plus proche de ce qu'on avait sur l'ancien framework. Et on se rend compte que finalement, tac, 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 on y est presque. OK. Donc avec Ting, on est très très proche de ce qu'on avait sur l'ancien framework. Ça, c'était pour les benches qu'on avait fait. Donc simplement pour expliquer le cas d'usage qu'on a pris sur le bench, c'était un vrai cas d'usage qu'on avait en prod. C'est l'affichage d'une boucle de forum, d'une page de forum avec tous les threads, les réponses, l'imbrication, un tri à faire, pour vraiment avoir un cas concret. On est très proche de ce qu'il y avait sur CCM Base. Et on s'est rendu compte en prod, sur des cas encore plus concrets, qu'en fait, on arrive à faire mieux que ce qu'on avait avant. Donc Symfony, avec Ting, ça déchire. Oui, moi je voulais savoir comment étaient les métriques de performance, est-ce qu'elles étaient au sein de votre intégration continue? Alors, j'ai pas entendu le tout début de la question. Je voulais savoir si les métriques de performance, là, les clés que vous mettez pour définir qu'on ne doit pas dépasser telle ou telle valeur, est-ce que c'est en place au sein de votre intégration continue pour arrêter les PR ou autre? C'est assez simple en fait à faire de ce côté-là, parce que globalement avec Blackfire, une fois qu'on a défini nos métriques, quand j'ai une pull request qui arrive, je déclenche un petit curl chez Blackfire pour lui dire coucou, fais tourner mon test, et fais tourner mon test à tel endroit, avec un endpoint. Il fait tourner ses tests, derrière il m'envoie ses résultats avec un green ou un red flag de manière assez classique, et là j'ai plus qu'à mettre à jour le statut du build sur Bitbucket, et ça se fait sans aucun problème. C'est hyper simple, c'est à peu près 10 minutes à intégrer. Je crois que l'intégration est native avec GitHub. Il y a juste à dire dans Blackfire, coucou, j'ai un notifier, tu vas indiquer sur GitHub le statut du build. Sur Bitbucket, ça prend juste 10 minutes à faire soi-même avec un bout de PHP, un curl et merci. Je passe à répondre à la question. Bonjour, merci pour cette présentation. J'ai une question concernant la mise en cache plutôt proxy, donc Varnish ou autre. Ouais. Je voulais savoir, vous, de votre côté, comment vous faites? Est-ce que vous faites du warm-upping, est-ce que vous warm-uppez le cache en amont sur des mises en prod, ou est-ce que vous avez seulement des parties que vous mettez en cache, vous warm-uppez et que vous laissez certaines autres à l'utilisateur, parce que vous ne pouvez pas tout warm-upper, tout dépend de la charge de contenu, j'imagine? Alors, ça dépend pas mal des applications. Donc, pour rappel, donc, ce qui est Varnish, c'est plutôt des applications françaises, enfin francophones en tout cas. On a certaines applications qu'on warm-up, où on vient lancer un refresh du cache tous les jours. Donc tous les jours, on vient expirer le cache entre minuit et 6 heures du matin, petit à petit, et on vient régénérer nos pages en cache. C'est notamment dans les cas où on n'a pas le choix et on a des requêtes qui sont extrêmement complexes pour construire la page. Typiquement, c'est le cas sur Internet du dictionnaire. C'est des requêtes assez compliquées en fait pour pouvoir indiquer les conjugaisons, etc., les mots liés, faire des liaisons dans tous les sens. Là, on choisit de warm-upper le cache. Je suis en train de réfléchir, mais je pense que c'est le seul cas d'usage aujourd'hui où on warm-up le cache et à chaque fois, on laisse faire plutôt aux utilisateurs. Merci. J'en prie. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, je vous remercie. Et puis, n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions complémentaires.